Mesdames, Messieurs, vos désirs sont nos devoirs. Bienvenue encore une fois de plus dans cette émission, dans ces programmes branchés ou encore émis sur Pamoja Canal Télévision, la législation, cette émission qui met au centre de tout le droit, les notions juridiques. Et aujourd'hui, nous allons traiter ou encore aborder des sujets, ou encore un sujet très intéressant, à la fois sensible et universel. Il s'agit là de la guerre. La guerre est un mot lourd, souvent synonyme de destruction, des drames humains depuis plus d'une décennie. La guerre ou encore, on a tenté d'empêcher la guerre sans prévenir ou encore sans pour autant effacer la réalité. Et nous allons quand même aborder ces sujets avec un avocat ou encore un expérimenté du domaine, un monsieur vraiment très bien cultivé. Il s'agit là de maître Ben Kalamo, qui va quand même tailler bavette, qui va donner les quelques mots, qui va donner les quelques précisions sur ces sujets. Je vais quand même donner les sujets avant de prendre l'intervention de maître Ben. Le droit international humanitaire entre interdiction et régulation de la guerre. Le droit international humanitaire entre interdiction et régulation de la guerre. Avant toute chose, j'ai dit quand même bonjour et bienvenue, maître Ben Kalamo. Merci de l'invitation, monsieur Kamba. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Vous allez bien? Très bien. Vous pouvez bien le remarquer. En tout cas, c'est pour nous une aubaine, un plaisir de vous savoir dans nos installations. Pour moi, davantage. Alors, maître Ben, avec vous, nous allons traiter ces sujets entre la régulation ou encore l'interdiction et la régulation de la guerre en droit international humanitaire. Nous voudrions d'abord savoir avant tout qui est maître Ben Kalamo. Alors, maître Ben Kalamo, je suis avocat au barreau du Lualaba et je suis également assistant à la faculté de droit à l'université Nouveaux Horizons. Et nous juxtaposons les deux dans la mesure de l'avancement. Alors, voudriez-vous quand même avoir le plaisir ou encore nous dire le pourquoi avez-vous porté le choix sur ces sujets? Bien sûr qu'en droit international humanitaire, en droit international public, il y a autant de sujets. Mais pourquoi avez-vous préféré parler de la guerre? Bon, d'abord, il faut considérer une chose, c'est que c'est toujours un peu arbitraire. Les choix des sujets, des problématiques. Tout sujet est passionnant, substantiellement. On aurait pu aborder une autre question. Mais je crois tout de même que au centre de l'actualité, actuellement, figure parmi les éléments de la substantifique moelle de l'actualité, actuellement, justement l'actualité, il y a la problématique de la guerre. Mais plus particulièrement celui-là parce que il permet de concevoir une sorte de juxtaposition tant du droit de la sécurité internationale que du droit international humanitaire, droit des conflits armés. En ce que vous avez d'une part le principe d'interdiction du recours à la force qui est consacré par la Charte des Nations Unies en son article 2 qui aborde le terme de l'abstention. Et vous avez à côté de cela la résolution 2625 de l'Assemblée générale de l'ONU qui vient donner la portée et l'étendue de cette interdiction. Pour dire que les États s'abstiennent, s'interdisent d'encourager, de faciliter, de favoriser le recours à la force. Par recours à la force, entendez la guerre, de façon un peu plus abstraite, de façon très banale. Clair, oui. Voilà. Donc, c'est cela dont il est question. Mais en même temps, vous avez des normes de droit international humanitaire tendant non seulement à protéger la personne humaine en situation de conflits armés, mais encore à limiter les moyens et les méthodes employées dans la guerre. Vous avez donc une interdiction du recours à la force et une régulation de l'exercice de cette force. Cela paraît quand même problématique. Voilà, la première démarche est d'abord de le relever, mais peut-être faut-il circonscrire un tout petit peu le cadre de l'interdiction du recours à la force. Okay. Il y a toute une histoire. Vous aviez déjà à l'époque la Société des Nations qui fonctionnait sous l'égide du pacte de la Société des Nations, dans lequel on ne retrouvait pas une interdiction formelle du recours à la force.
Et donc l'ensemble des États, quoiqu'étant plus ou moins dans le même esprit, ne s'accordaient pas sur le fait qu'il fallait s'empêcher, s'interdire de recourir à la force. C'est comme cela que vous aviez voilà, des conceptions selon lesquelles la guerre est l'autre moyen de faire la politique. À partir de là, il n'y avait pas d'interdiction. Ensuite, il y a eu des esquisses d'interdiction. On a eu le pacte Briand-Kellogg. Le pacte Briand-Kellogg qui est venu, dans une certaine mesure, théoriser cette interdiction. Voilà. Et c'est par la suite qu'enfin, avec la Charte des Nations Unies, de 1945, nous avons pu avoir une interdiction expresse dans la Charte des Nations Unies, sous l'égide de laquelle nous fonctionnons actuellement. Et je vous ai donné la portée et l'étendue de cette disposition, c'est-à-dire l'article 2 de la Charte des Nations Unies, par rapport à la résolution 26-25 qui en donne plus ou moins la portée et l'étendue de façon claire. Alors, n'était-ce pas une forme donc le fait pour la Charte des Nations Unies, en même temps d'interdire, en même temps de réguler, le fait de réguler en même temps d'interdire, n'était-ce pas une forme de paradoxe? L'interdiction est posée par la Charte des Nations Unies. Oui. La régulation n'est pas consacrée par la Charte des Nations Unies. Okay. La régulation l'est par... vous avez les 4 conventions de Genève. C'est essentiellement la substantifique moelle du droit international humanitaire, le droit des conflits armés. Les 4 conventions de Genève de 1949, les 3 protocoles additionnels. Et vous avez ça et là d'autres textes relevant du droit international humanitaire, droit des conflits armés, qui s'appliquent, comme je l'ai précisé, non seulement à la protection de la personne humaine. Bien sûr, on avance généralement des raisons selon lesquelles il faut protéger la personne humaine. La guerre peut advenir. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas parce que l'on a interdit le recours à la force que, lorsque elle advient, on devrait considérer que c'est une situation de non-droit et qu'en aucun cas, il faudrait la réguler. Donc, on avance bien souvent qu'il s'agit là de normes conservatoires tendant à prévoir les situations de violation, mais non seulement aussi visant la protection de la personne humaine en temps de conflits armés. Voilà la raison qui est généralement avancée. Bon, suffit-elle? On peut en discuter. Mais toujours est-il que vous avez des normes qui protègent la personne humaine, ce qui est tout à fait légitime. À côté de quoi, il y a le droit international des droits de l'homme, le DIDH, qui opère concomitamment avec les règles de DIH, le droit des conflits armés, notamment en ce qui concerne la protection de la personne humaine. Vous avez dans le droit international humanitaire 2 choses fondamentales, ou deux éléments constitutifs principaux. Vous avez le droit de Genève qui vise la protection de la personne humaine, protection tout à fait légitime, et vous avez le droit de la Haye qui vise la limitation des moyens et des méthodes employées dans la guerre. La phrase simple qui en sortirait, c'est « Voici, on vous interdit de vous battre. Mais quand vous vous battrez, battez-vous de cette façon. » Là, il y a un problème. Le paradoxe est là. Nous ne sommes pas les premiers à constater ce paradoxe normatif dans la scène juridique internationale, encore qu'il n'y a pas de hiérarchisation à proprement parler, il n'y a pas de hiérarchisation de normes, mais même alors, la volonté des États, on est passé de la société internationale à la communauté internationale. C'était pourquoi? Pour communautariser nos efforts et subjuguer la difficulté de la guerre. Malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de puissance de puissance. Au-delà de la communauté internationale, vous avez la communauté des puissances qui, par le mécanisme du droit de veto, continue de sévir. Et on a comme l'impression que le droit international, c'est pour les États faibles. Ça pose problème. Il importait de le relever, mais ne pas simplement s'arrêter à le relever. Parce que, vous savez, plusieurs personnes décrivent des problèmes, mais faut-il s'arrêter à la description du problème ou à la dénonciation du problème? Il faut aller plus loin jusqu'à proposer la solution. C'est ainsi que, en toute modestie, il m'arrive d'estimer que les normes de droit international humanitaire sur le versant de la protection de la personne humaine, c'est-à-dire le droit de Genève,
peuvent être jointes, greffées au droit international des droits de l'homme, de sorte que, même en temps de guerre, y compris en temps de non-guerre, c'est-à-dire en situation de paix, elles s'appliquent dans la possibilité de la protection de la personne humaine. Nous aurions donc le droit international des droits de l'homme, d'une part, et le droit international humanitaire, d'autre part, qui protège la personne en situation précise. Voyez-vous? Et le droit de la haie, puisqu'il s'applique au conflit armé lui-même, puisqu'il s'applique à la guerre, nous disons que l'ensemble des États, la communauté internationale, ne peut pas en même temps proscrire le recours à la force et en réguler par le droit de la haie l'exercice. C'est un contresens absolu. Voilà ce que nous disons. Peut-être que, avec le temps, nous aurons une organisation internationale plus crédible et plus forte que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, est-ce que vous partagez le même point de vue que certains auteurs qui estiment que réglementer la guerre, c'est la légitime? Alors, réglementer la guerre n'est pas la légitimer, mais c'est plus ou moins faire un aveu d'impuissance. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens. Un aveu d'impuissance. Okay. Je m'explique. Okay. Il ne s'agit pas de légitimation. On est bien d'accord sur le fait que nul ne veut des affres de la guerre, même s'il y a d'autres qui continuent de produire des armes. Bon, peu importe. On part du principe que nul n'a l'intention de légitimer la guerre, nul n'a l'intention d'en supporter les affres. Personne ne la souhaite. Principe. Mais, lorsque vous dites que c'est dans la pratique des États, il peut arriver que la guerre advienne. Lorsqu'elle sera advenue, qu'est-ce qu'on fera? Il faut prévoir des normes qui tentent de limiter les effets de la guerre. C'est quoi le non-dit, M. Kamba? Le non-dit, c'est que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens de prévenir la guerre. Nous ne pouvons pas l'interdire d'avance. Nous n'avons pas les moyens de faire en sorte que, ou alors de dissuader. Nous n'avons pas de moyens dissuasifs pour dissuader les forces dissuasives. Et donc, nous nous retrouvons dans un tohu-bohu indescriptible tel que l'interdiction du recours à la force est proscrite, et voilà, est consacrée, mais il peut arriver que ça advienne, mais quand ça adviendra, voici les règles conservatoires. Aveu d'impuissance. Voilà ce que je pense y relativement. Il faudrait être assez concret, il faudrait être assez assumé dans ce que nous faisons. Voyez-vous? Okay. L'interdiction de la guerre est posée, vous avez le droit, le jus ad bellum, le droit à la guerre, sous réserve du chapitre 7, qui est tout à fait légitime, parce que là, il s'agit de rétablir ou de maintenir la paix et la sécurité internationale. On peut, pour ces raisons, sur fond d'un mandat décerné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, intervenir. Il y a une évolution de ce point de vue-là. Nous sommes sur le versant du jus ad bellum. Ça n'a rien à voir avec le jus in bello. Le jus in bello, qui est le droit dans la guerre, sous ces deux prismes, l'un qui est humanitaire et l'autre qui est belliqueux, je le dirais ainsi, qui est de nature belliqueuse. Ce sont des normes tendant à réguler la guerre. Ça devient quand même compliqué. Vous avez des situations de guerre partout. Est-ce qu'on peut dire que même ces règles-là sont respectées aujourd'hui? Prenez le cas de l'Est de notre pays, pas plus loin de nous. Je ne vous parle pas de l'Ukraine, je ne vous parle pas de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé à travers le monde. Donc, pas besoin de tout ça. Mais ce que je vous dis ici, c'est que on ne devrait pas tomber dans une sorte d'aveu d'impuissance. Nous devrions avoir une puissance des puissances qui arrive à calmer les ardeurs des puissances. Tant qu'on n'y sera pas, on sera toujours dans ce genre de situation. Là est donc l'intérêt de cette question, qui est très épineuse et qui suscite tant de débats. Alors, Maître Ben, puisque vous avez évoqué les cas de la situation à l'est de la RDC, on n'est pas parlé d'autres situations. Aujourd'hui, peut-on dire que le droit international humanitaire est un droit voué à l'échec, vu les massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, juridiquement parlant? Alors, vous avez des situations de violation continue.
des situations de violation qui d'ailleurs ont été actées. Vous avez le rapport mapping, ainsi de suite. Donc, et même dans la perception sur la scène juridique internationale, il se constate davantage que les règles de droit international humanitaire, les règles de droit des conflits armés, sont de plus en plus bafouées. Ça, c'est acté. Mais, que faire? Là est peut-être la question. On ne va pas s'attarder, je le disais tout à l'heure, on ne va pas s'attarder de constater les violations. Okay. Encore qu'il faudrait savoir à qui les imputer. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ces couloirs-là. Mais vous avez, sur terrain, des belligérants. Que ce soit ceux qui relèvent de l'armée régulière ou non, ou irrégulière, mais vous avez des belligérants qui sont en train de mener des hostilités. Il y a des règles qui s'appliquent à la conduite des hostilités. Lorsqu'on regarde de près, on se rend compte que les violations sont patentes. Observez bien. Regardez le sort le sort des femmes, qui en principe, selon le droit international humanitaire, jouissent d'une protection particulière aux côtés des enfants. Alors, qu'en est-il? On a même parlé du viol comme arme de guerre. Ça devient quand même assez compliqué. Et c'est ici le cas. Bon, il y a eu une saisine faite par la RDC. En tout cas, la RDC a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à Arusha. Et voilà, je pense que sur le fond, peut-être, pourra-t-on avoir gain de cause. Peut-être. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui venez à peine de nous prendre diffusion en cours, vous vous retrouvez dans votre émission Législation, cette émission qui met ou encore qui traite différents sujets juridiques et nous sommes en train de chuter momentanément avec notre émission. Vous vous retrouvez sur Pamoja, canal télévision. Voilà, nous sommes en train de parler sur un sujet très intéressant, comme je l'ai très bien spécifié, les droits internationaux humanitaires entre interdiction et régulation. Et la personne qui est en train d'étailler bavette, il s'agit bien sûr de Maître Ben Kalamo. Et nous allons quand même donner encore poser peut-être une dernière question. Maître Ben, selon vous, un jour l'humanité atteindrait un point où le droit international humanitaire deviendrait inutile faute des guerres encadrées? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et je postule bien volontiers pour un retrait pur et simple des règles du droit international humanitaire. Je parle précisément ici du droit de la haie. Okay. Le droit de la haie qui s'applique à la conduite des hostilités. Un retrait pur et simple de l'arsenal juridique international, de ces règles. Parce que, comme je l'ai dit, elles tendent à faire valoir une situation de non-contrôle. L'ensemble des États, la communauté internationale, telle qu'elle se veut et se désigne, n'arrive pas à avoir une mainmise sur les pratiques des États, les pratiques belliqueuses. Et pour cela, peut-être, c'est un angle de vue, il faudrait créer une puissance des puissances, une instance internationale qui ait à sa disposition toutes les puissances, enfin, toute la puissance, pour pouvoir subjuguer les puissances. Une puissance au préjudice des puissances, et donc au bénéfice de la paix et de la sécurité internationale. Je crois que ce serait vraiment l'idéal. Mais pour cela, il faudrait refaire l'ordre juridique international, en tout cas, de certains points de vue, peut-être redéfinir l'ONU. Peut-être. Redéfinir. Peut-être. Sans doute. Pas par rapport à ses objectifs. Vous avez, parmi les principes fondateurs, le principe d'interdiction du recours à la force. Oui, bien d'accord, mais il faudrait assumer et s'en donner les moyens. Pourquoi maintenir le droit de veto aujourd'hui de certaines puissances, les membres permanents du Conseil de sécurité? Pourquoi? Pourquoi la création de... Enfin, pourquoi aujourd'hui on parle de la communauté des puissances au par-delà la communauté internationale? Ça pose quand même problème. Mais je ne dirais pas pour autant que le droit international public fondé sur le droit de l'ONU est impuissant. Non, ce n'est pas une impuissance totale. Mais par rapport au fait d'élaguer la pratique de la guerre, les pratiques belliqueuses, ah oui, l'impuissance doit être constatée. Oui, elle doit être constatée. Et il faut créer les conditions internationales pour
une paix internationale qui permette aux uns et aux autres d'être plus à l'aise dans ce monde. Voyez-vous. Voilà. Alors, merci infiniment, Maître Ben, pour quand même les temps accordés à cette interview. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite bonne guérison. Il y a peu de temps, vous me renseigniez que vous étiez souffrant et je vous souhaitais bon rétablissement. Je réitère le dit souhait. En tout cas, merci infiniment et encore une fois de plus, merci. Nous espérons que ce n'est pas la dernière intervention dans cette émission. Bien le merci. Cessons d'espérer, commençons à vouloir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, aimables téléspectatrices, nous vous disons énormément merci d'avoir porté attention à cette émission, à ces numéros émis par Pamoja Canal Télévision dans son programme prévu de la législation, cette émission qui met autour, ou encore cette émission qui invite des juristes, des avocats vraiment expérimentés afin de donner leur point de vue sur différentes thématiques. Nous retenons qu'entre interdiction et régulation, les droits internationaux humanitaires restent avant tout un droit de protection, de dignité, même dans le pire des moments de l'humanité. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.